Salut, moi c'est Maëlan, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après plus de 2 ans sans avoir rien posté sur ma chaîne. Il faut dire que beaucoup de choses se sont passées pendant ces années et surtout pendant cette dernière année qui a été très mouvementée. J'aimerais donner un tournant à ma chaîne pour qu'il soit plus personnel, que je parle de choses qui me touchent vraiment au plus profond de moi et qui sont vraiment importantes à mes yeux. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo aujourd'hui, puisque je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les TCA, dont je souffre depuis maintenant 6 ans et je suis en guérison depuis 11 mois. J'ai appris tellement de choses pendant ces derniers mois et honnêtement, avec mon expérience, j'espère vraiment pouvoir faire comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête qui souffre de cette maladie pour ceux qui la connaissent pas vraiment et surtout, évidemment, pour aider ceux qui la vivent et qui souhaitent en sortir. J'ai pas mal de questions auxquelles répondre, donc on va commencer tout de suite. La première, c'est comment tu pourrais décrire simplement ta maladie. D'abord, il faut rappeler que c'est une maladie mentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger de si quelqu'un est malade ou pas en voyant son physique. On peut être malade avec n'importe quel IMC et n'importe quel corps. Pour mon cas, j'étais clairement malade bien avant d'avoir atteint mon poids le plus bas. Et j'ai d'ailleurs récemment trié des photos que mes parents ont prises depuis qu'on était tout petits. Et j'ai constaté franchement avec pas mal de tristesse que même sur des photos qui datent de 2016-2017, quand j'y pense, j'ai pas un si bon souvenir parce que je me souviens de la manière dont je jugeais, je blâmais mon corps et dont je me comparais aux autres. Et aussi de la culpabilité qui s'instaurait déjà en moi. Et je me dis, mais ouais, c'est fou parce que la maladie, on l'a diagnostiquée fin 2018 et au final, je crois que j'ai commencé à subir des pensées malsaines bien avant, quoi. En fait, c'est une maladie qui s'installe petit à petit. D'abord avec des pensées toxiques sur notre corps, sur notre alimentation, sur le sport, etc. Et ensuite, ça va commencer à devenir des stratégies qu'on va essayer de mettre en place pour se sentir mieux, en tout cas temporairement. Et ensuite, ça va devenir des comportements qui vont vraiment être appliqués et qui vont sûrement mener à tout ce qui est perte de poids, comportement compensatoire, sport, de la restriction, beaucoup de choses comme ça super malsaines, mais qu'on va faire parce qu'on est malade tout simplement. D'ailleurs, quand on parle de TCA, on parle aussi et surtout d'addiction, parce qu'au même titre que l'alcool, que les drogues, que la cigarette, on sait que c'est mauvais pour nous, on sait qu'on met notre santé, voire notre vie en danger, mais on n'arrive pas à s'arrêter, quoi. Et c'est pour ça que c'est très dur aussi de s'en sortir, qu'on va jamais se sentir prêt pour commencer la guérison. Et croyez-moi, on sera jamais prêt, donc il faut juste se lancer. Quels sont les symptômes qui doivent alerter maintenant? Tout d'abord, la culpabilité autour des repas. C'est quelque chose qui est très présent dans notre société parce que y a la diète culture, etc. qui nous dit qu'il faut pas manger ci, pas manger ça, à quelle heure. Et si c'est quelque chose que vous ressentez beaucoup, peut-être même un peu trop, c'est peut-être signe que vous avez un rapport malsain avec la nourriture en tout cas. Et il faut peut-être se dire, est-ce que ce serait pas bien de travailler sur ça, de se demander si c'est vraiment des choses rationnelles ou pas, parce que ça peut vraiment amener au développement de TCA. Il y a aussi la comparaison excessive, que ce soit à des corps autour de nous, sur les réseaux ou nos proches, que ce soit sur du coup notre alimentation, sur ce qu'on mange, la quantité, etc. Avoir peur de manger trop. Et puis la comparaison au sport aussi, si on voit une fitness girl qui fait beaucoup de sport, on va se dire ok, j'en fais peut-être pas assez, faudrait que j'en fasse plus pour que je sois légitime de manger. Et là ça devient un cercle vicieux en fait qui nous fait avancer de plus en plus vers les TCA. Ce qui peut être encore accentué quand on souffre de dysmorphophobie, ce qui est honnêtement quasiment tout le temps le cas quand on a des TCA, parce qu'en fait on va pas se voir comme on est vraiment, c'est-à-dire que même à mon plus bas, je me voyais pas si maigre, on va dire. Et il y a 5 ans, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu une jeune fille qui était beaucoup plus maigre que moi, qui m'a même dit son poids, qui m'avait choquée. Je m'étais dit mais jamais j'arriverai à ce poids-là quoi, comment personne n'a pu s'en rendre compte? Et en fait, j'ai juste fini comme elle. 6 ans plus tard, j'étais dans ce même hôpital avec la sonde comme elle. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je me suis pas vue descendre si bas, quoi. Quelque chose qui est assez commun dans la maladie, c'est aussi les troubles de l'humeur. On va être plus facilement irritable, en colère contre les autres. Par exemple, si un proche pense nous aider en nous disant, là, il faudrait que tu manges, pourquoi tu manges pas? Nous, on va se sentir agressé, on va se dire, mais arrête, pourquoi tu me dis ça? Si je mange, je vais être faible, en fait. J'arrive à ne pas céder, etc. Sauf qu'en fait, c'est juste la maladie qui nous dit ça. Et elle va nous mettre en colère parce que si on lui obéit pas, la maladie va se sentir en danger. Quelque chose de commun aussi, c'est le froid. Parce que évidemment, quand votre corps se dénutrit, qu'on ne lui offre pas le carburant dont il a besoin, il va pas pouvoir fonctionner normalement. Et il va concentrer tous ses efforts, toute son énergie, le peu qui lui reste du moins, dans ses organes vitaux. Ce qui va faire que vous allez avoir tout le temps froid. Honnêtement, c'est quelque chose qui me gâche la vie depuis que j'ai commencé la maladie. Avant, j'étais la petite fille qui se faisait toujours gronder parce que je mettais toujours des t-shirts, même en plein hiver. Et au fur et à mesure, je suis devenue celle qui met 3 pulls et qui a froid tout le temps en fait. Et dès que mon corps commence à avoir froid, je peux pas me réchauffer.
Même si je veux prendre une douche très chaude, je vais avoir quand même froid et en plus l'eau chaude c'est ni gratuit ni en abondance et c'est pas très écolo. Donc je peux pas prendre une douche d'une demi-heure pour me réchauffer. Donc au final j'ai constamment froid et honnêtement ça m'a gâché tout mon lycée, ma première année à Reims. Physiquement c'était très compliqué quoi. Et je pense enfin le caractéristique principal des TCA c'est le contrôle sur ce qu'on va faire, ce qu'on va manger, où, quand, avec qui, aussi le nombre de sports qu'on va faire, les pas, les calories qu'on dépense. Tout a besoin d'être millimétré à l'heure près, au nombre près, parce qu'en fait ça va devenir aussi une addiction aux chiffres, ce qui va faire qu'on va devoir garder le contrôle sur tous les chiffres qui nous régissent, sur la balance, du coup sur les heures, sur les notes aussi souvent. Les personnes qui souffrent d'anorexie sont souvent des très bons élèves et vont se mettre beaucoup de pression sur les notes. Enfin, tout ça, ça va être toujours en tout cas dans une volonté de tout contrôler en pensant qu'on est fort en le faisant alors qu'en fait on est juste contrôlé mais par la maladie. Une autre question qui pour le coup là est liée quand on est malade, c'est quel est le déclic pour enfin commencer à guérir? Et bah je suis désolée de vous dire ça, mais dans 90% des cas je pense que le déclic c'est un mythe. Honnêtement je me suis jamais réveillée un matin et en claquant des doigts je me suis dit ok, je vais arrêter toutes mes règles, je vais manger ce que je veux, quand je veux, je vais reprendre du poids que j'aurais jamais dû perdre, je vais arrêter de faire de l'hyperactivité, je vais retrouver une vie sociale normale. Enfin non, c'est juste pas possible. Et c'est ce qui m'a bloquée pendant 6 ans. Et surtout pendant ma dernière rechute, tout événement qui induisait de la pression ou un gros changement, ça devenait une excuse pour retarder le moment où j'allais guérir. Donc je me suis dit, ok, 1er janvier 2023, je change. En fait, non. Donc après, je me suis dit, ok, au bac de spécialité en mars, je commence à guérir. Après, c'était le concours de Sciences Po en avril. Après, c'était le grand oral en juin. Au fur et à mesure, je retardais les échéances encore et encore. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, tu déménages à l'autre bout de la France, tu vas à Reims pour tes études à Sciences Po. Là, c'est le bon moment, tu vas commencer à guérir. Sauf que ce que j'avais pas pris en compte, c'est que oui, au début, c'est un peu cool, tu profites, il fait beau, il fait chaud, t'es dans un nouvel environnement, tu rêvais de Sciences Po, etc. Mais il faut être honnête, hein, la maladie, elle revient au galop, clairement. Et puis, dans tous les cas, c'est pas possible de s'impliquer dans ses études, dans des associations, de faire des soirées, d'être sociable, en fait, tout simplement, quand on est constamment envahi par la maladie. Et honnêtement, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où on est malade, on est légitime et on doit guérir. Une personne qui souffre d'un cancer, donc d'une maladie plutôt physique, elle va pas se dire « En vrai, là, je suis pas assez malade, faut peut-être que je développe une autre maladie à côté pour qu'on prenne enfin soin de moi. » Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche, et c'est la même chose avec une maladie mentale. Si, quand on fait un certain poids, on se dit « Mais là, je suis pas assez malade, faut peut-être que je descende un peu plus bas, etc. » pour pouvoir enfin être légitime, c'est vraiment un signe qu'il y a un problème, quoi. Personne de sain d'esprit n'espère être de plus en plus malade. La maladie, son seul but, c'est de vous faire disparaître, clairement. Moi, si j'aurais continué comme ça, si mes parents ne m'auraient pas revue à ce moment-là, je sais même pas si je serais là pour vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, la guérison me paraissait tellement infaisable, j'étais tellement contrôlée par la maladie et par ces règles que je me disais mais si j'y obéis pas, il va m'arriver quelque chose de mal en fait. Alors que la seule chose qui aurait pu m'arriver, c'est que j'allais sauver ma vie tout simplement. Une citation que j'aime beaucoup, c'est « Rien ne change si rien ne change ». Et honnêtement, c'est tellement vrai. La guérison, c'est très dur, c'est une source de culpabilité et d'angoisse immense, et j'en parlerai plus tard, mais ça vaut tellement le coup. Et honnêtement, je préfère 100 fois être en difficulté comme ça pendant la guérison, qu'être en difficulté tous les soirs, ne pas réussir à m'endormir parce que j'ai peur de pas me réveiller le lendemain. Sans compter que plus on descend bas, plus la pente est difficile à remonter. Et c'est certain que s'il y a 5 ou 6 ans, j'aurais directement commencé à entamer la vraie guérison, ça aurait été beaucoup plus facile de remonter que maintenant. Quand on a pris l'habitude de vivre avec cette maladie, qu'elle a pris un peu notre identité et qu'on se reconnaît en elle, c'est beaucoup plus dur maintenant de s'en détacher. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous pensez souffrir d'un TCA mais que vous n'êtes pas sûr, faites-vous directement aider, ça ne sert à rien d'attendre. Et en parlant d'aide, une autre question très intéressante évidemment, c'est comment aider quelqu'un qui souffre d'un TCA ou comment s'aider soi-même. On va souvent entendre sur les réseaux ou par certaines personnes qu'elles ont justement eu un déclic ou qu'elles ont réussi à guérir par elles-mêmes toutes seules. Mais il faut être honnête, dans 99% des cas, c'est faux et on a besoin d'être aidé par des professionnels. Que ce soit des médecins pour le côté physiologique, par des psychologues ou des psychiatres pour le côté plutôt émotionnel, comprendre la maladie, etc. Et par une diététicienne. Parce qu'en fait, tout seul, réapprendre à manger, c'est quand même une tâche mais énorme. Et même si vous avez l'impression que beaucoup de gens y arrivent, c'est juste que les personnes qui ont réussi de cette manière, tout seuls, ils vont peut-être plus en parler sur les réseaux sociaux, alors que les personnes qui vont avoir trouvé de l'aide, peut-être qu'elles vont juste vouloir passer à autre chose et qu'elles vont peut-être moins en parler, donc forcément, les personnes qu'on va plus voir, c'est celles qui se sont guéries toutes seules, mais elles représentent pas la majorité des cas. Et croyez-moi, le courage, c'est pas de rester tout seul, le courage, c'est de demander de l'aide.
Et même si c'est parfois négligé, l'aide avec un diététicien ou un diététicienne, ça peut aussi faire peur. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est très utile parce que souvent, quand on est anorexique, on a besoin de réapprendre à manger comme un enfant. Parce qu'en fait, on avait l'impression de manger normalement avant, où on se rendait même pas compte qu'on se restreignait, alors que si complètement. Mais la maladie nous faisait croire que non, ou on regardait des What I Eat in a Day sur les réseaux, ce qui était mon cas personnellement. Et en fait, je voyais les gens, par exemple, ne pas manger le matin, manger juste 3 repas, pas de dessert, beaucoup de légumes, ci et ça. Et en fait, je me disais, je vais pas commencer à changer mes habitudes si au final je suis dans la norme. Sauf que j'étais pas dans la norme, je mangeais pas assez, je m'en rendais pas compte, parce que je me comparais à l'incomparable. On peut pas regarder des What I Eat in a Day sur les réseaux sociaux et se dire bon bah ok moi je mange comme elle c'est sûr qu'elle montre tout, qu'elle montre 100% de ce qu'elle mange 24 heures sur 24, non, c'est faux et surtout on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes dépenses donc ça sert à rien de se comparer. Surtout qu'en guérison notre corps a besoin de beaucoup d'énergie parce que juste pour combattre la maladie honnêtement c'est un combat de tous les instants qui est très dur mentalement donc on a besoin de se nourrir comme il faut. Et pour pouvoir réapprendre à s'alimenter correctement, on a souvent besoin d'un plan alimentaire qui est construit par des professionnels. Et puis aussi tout simplement de savoir ce dont notre corps a besoin, quelles sont nos croyances erronées, etc. Et ça peut être très long de faire tout ce travail tout seul, donc pourquoi pas se faire aider pour aller plus vite. Et être plus efficace clairement dans son chemin de guérison. Et je dirais aussi qu'un point très important, et même si ça peut être dur, etc., c'est de se détacher des réseaux sociaux. Pour moi, ça a été le plus toxique, en tout cas au début. Maintenant, ça m'a beaucoup aidé. Mais avant, clairement, ça me servait juste à me comparer. Je comparais mon corps, je comparais ce que je mangeais, et je me disais que leur corps était atteignable, et que si elles pouvaient ressembler à ça, moi aussi. Ce qui est évidemment faux. Et donc j'avais ce cercle vicieux de toujours viser un corps qui était sûrement inatteignable. Puis là, pendant ma longue rechute, je me comparais surtout au niveau de l'alimentation. Comme je disais précédemment, je me disais qu'il fallait que je mange comme les gens que je vois sur les réseaux sociaux, et que si je faisais quelque chose de différent, c'était pas bien et que je faisais quelque chose de mal. Donc tout ça, il faut s'en détacher clairement et bloquer les personnes qui ne nous aident pas, même si on aime la personne en elle-même. Si elle nous trigger inconsciemment ou consciemment, il faut complètement s'en détacher. Et maintenant que je suis en guérison, j'ai découvert quelque chose d'incroyable qui sont les comptes recovery. Donc moi, c'est plutôt des comptes anglophones. Et bon, c'est peut-être un unpopular opinion et vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je suis aussi des comptes recovery français. Et je trouve que la majorité d'entre eux sont sans le vouloir souvent, parce que elles font pas du tout exprès ces filles, mais elles peuvent être très trigger. Parce qu'elles s'en rendent pas compte, mais elles vont parler ouvertement en fait des moments difficiles. Donc elles vont peut-être des fois dire qu'elles ont perdu du poids, qu'elles ont engagé dans des restrictions, des compensations, etc. Et même si elles sont honnêtes, en fait ça va forcément trigger une personne qui souffre de TCA et qui va voir son contenu. Parce que la maladie elle est très compétitive et très sournoise. Et je parle même pas des trigger warnings qui sont souvent écrits en gros, en gras, en rouge, etc. Ce qui va peut-être rassurer la personne qui le poste en se disant que c'est bon, elle est pas trigger parce qu'en fait, elle fait en sorte que les gens vont pas le lire, etc. Sauf que le cerveau humain est fait pour être curieux. Donc évidemment, qu'on soit malade ou pas, et encore plus quand on souffre d'anorexie, on va forcément lire le trigger warning parce qu'en fait, la maladie elle va chercher des moyens de se comparer. Et puis il faut être honnête, c'est pas le fait de devoir retourner son écran ou de prendre une demi-seconde pour zoomer qu'on va s'empêcher de lire ce qu'il y a écrit après le trigger warning. Moi, je trouve personnellement que c'est se voiler la face. Et je pense aussi qu'il y a une différence entre dire la vérité et parfois la nécessité de ne rien dire pour préserver la santé mentale des autres et leur guérison. En relation avec cette question, quelqu'un m'a aussi demandé des conseils pour s'en sortir. Et je suis désolée de vous l'apprendre, mais pour s'en sortir, il n'y a pas le choix. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut refuser de laisser la maladie prendre le contrôle sur nos actions. Et il faut faire ce qui nous terrifie. Ça peut paraître un peu violent dit comme ça, mais croyez-moi, c'est pas si terrible. En fait, quand on commence la guérison, on a l'impression qu'il y a plein de règles qui sont infranchissables. C'est aussi ce qui peut bloquer à sauter le pas, parce qu'on se dit je le veux mais je peux pas quoi, c'est pas possible. Et croyez-moi, j'étais comme ça, et j'ai compris qu'on en est tous capables. Le sentiment de culpabilité que vous avez après chaque challenge, après chaque fear food affronté, il est terrible mais ça reste une sensation, c'est pas un fait. Vous ne faites rien de mal en vous challengeant et en désobéissant à la maladie, au contraire. Le fait de se sentir super culpabilisé, angoissé après, c'est limite un bon signe, parce qu'en fait la maladie elle va se sentir en danger. C'est comme si vous étiez sur un ring entre vous et la maladie, et qu'il y avait vous qui vous challengez, et elle en fait elle va se dire je vais vous remettre un coup pour riposter parce qu'en fait là je suis en danger, t'as pas respecté mes règles mais là comment je vais faire, je vais perdre le contrôle sur toi, et du coup elle va se dire je vais riposter en fait en te faisant culpabiliser, angoisser à mort, en te forçant à compenser ou à te restreindre après, mais c'est juste un moyen pour elle de garder le contrôle. Et vous, ce que vous cherchez, c'est justement de reprendre le contrôle sur vous et sur votre vie, et d'abandonner la maladie.
Et même si pendant des heures, voire des jours, vous allez vous sentir très très mal, vous allez voir ça vaut le coup. Parce qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile. Je pourrais en parler dans une vidéo en entier, mais moi j'ai mis en place un carnet. J'ai mis en place seulement fin janvier, je crois. Et il a tout changé. Parce qu'avant, j'osais pas trop faire des challenges. Justement, je m'en sentais pas capable et je me disais que c'était trop compliqué. Mais je me suis rendu compte que j'allais pas avancer si je restais comme ça. Ça faisait peut-être 7 mois que j'étais en guérison. Et ouais, je voyais que je stagnais quoi. Alors j'ai décidé de me faire donc ce carnet, mon food diary, parce que c'est un journal lié à ma nourriture et à ce que je mange tout simplement. Dans ce carnet, j'ai écrit toutes mes règles, toutes mes fear foods et toutes les portions que la maladie m'impose. Et j'ai tout écrit sur plusieurs pages comme celle-ci. Ce qui m'a choqué quand j'ai commencé cette liste, c'est que ça s'allongeait, ça s'allongeait. J'ai passé peut-être 2 heures à faire cette liste. Et en fait, tous les jours, je me disais, ah mais attends, mais j'ai aussi cette règle, et cette peur. Et je me disais, mais ça va jamais s'arrêter. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait un planning pour chaque semaine dans lesquels je mets des challenges à faire. Et en fait, je me dis, tu dois les faire. Dans tous les cas, t'as pas le choix. Et à chaque fois que j'ai réalisé le challenge dans la semaine, je coche une petite case qui correspond au jour correspondant où je l'ai réussi. Et mon but, c'est d'en faire le plus possible tout simplement dans la semaine, ce qui me permet déjà de voir mes progrès, de voir ce que j'ai ressenti aussi parce que j'écris si ça s'est bien passé ou pas. Par exemple, la première fois que j'ai challengé de la glace, je pensais que j'allais avoir très peur, mais en fait, pas du tout. Je me suis dit, mais c'est tellement bon et pourquoi je me suis privée de ça pendant tellement longtemps? Et dans tous les cas, même si vous vous sentez super mal, comme j'ai dit pendant des heures, pendant des jours, la culpabilité, elle passera. Et le but, ce sera de recommencer et recommencer le même challenge. C'est pour ça que dans la semaine, si je me fixe par exemple 2 challenges principaux, je vais essayer de les faire au moins 2-3 fois dans la semaine. Et ensuite de les continuer les semaines d'après pour que ça ne soit plus une peur et pour que je m'y habitue. Par exemple, si je mange des nuggets vegan du coup une fois, ça va pas marcher, je vais toujours en avoir peur. Donc il va falloir que je répète et que je répète. Et peut-être qu'au bout de la 5e, 6e fois, quand j'en ai mangé avec plusieurs combinaisons, etc., je vais pouvoir me dire, bon ok, là je me sens capable d'en manger et ça me fait plus peur, j'ai plus envie de compenser après. Et le meilleur dans tout ça, c'est clairement de pouvoir cocher la case de la fear food et de me dire, ok c'est bon, j'en ai plus peur. Et maintenant on passe aux autres. Et honnêtement, il me reste encore plein de règles, plein de portions, plein de choses à challenger. Mais grâce à ce carnet, j'ai déjà fait énormément de progrès. Honnêtement, ça a tout changé. Et surtout, je me sens fière quoi. C'est génial de voir tous ces progrès et de se dire, ok, maintenant je suis capable de manger ci ou ça, je suis moins rigide sur mes petits déj, sur mes snacks, etc. Et c'est vraiment agréable. Ça me rapporte à une grosse erreur que j'ai faite au début, c'est de penser que la guérison c'était juste physique. Quand on m'a diagnostiqué l'anorexie, j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine dans un hôpital en observation. Et honnêtement, c'était ma hantise et ça m'a un peu traumatisée, je me suis dit mais plus jamais je veux retourner là-bas. Donc ce que je me suis dit, c'était qu'en fait, dans tous les cas, pour éviter l'hôpital, il fallait que je reprenne du poids. Donc à chaque fois que je voyais ma pédiatre, tant que j'avais repris du poids, moi je me disais je m'éloigne de l'hôpital et elle se disait bon bah elle va mieux. Et donc au fur et à mesure je reprenais du poids pas pour moi, pas parce que j'avais envie de m'en sortir mais juste pour m'éloigner du milieu médical, m'éloigner de ces rendez-vous qui me stressaient tout le temps, faire plaisir à mes parents, arrêter qu'ils s'inquiètent et surtout éviter de retourner dans cet endroit qui m'avait traumatisée. Sauf que comme vous vous en doutez, ça marche quelque temps mais au bout d'un moment ça mène à la rechute clairement. Parce que j'idéalisais toujours ce corps malade et je me disais qu'en fait un jour ou l'autre je voulais y retourner. Moi j'ai enfin compris maintenant que je fais le deuil de ce corps qui a été malade pendant des années et que j'y retournerai jamais. Alors oui, peut-être que je suis lente et que ça me prend du temps, mais au moins je sais que ce corps dénutri, j'y reviendrai jamais. Je sais que je lui dis ciao pour toujours et que moi je préfère 1000 fois peut-être avoir du mal avec mon corps mais qui soit en bonne santé et qui me permettent de vivre pleinement plutôt qu'avoir ce body goal qui me fasse juste survivre, qui me fasse souffrir mentalement, physiquement et qui me permettent pas d'être épanouie, ça c'est clair. De même, je pense que c'est très compliqué, voire impossible de guérir complètement à 100% et de manière vraiment safe pour le long terme si on fait du sport pendant la guérison. Pendant le confinement, je m'étais mis à faire du fitness. Et il faut être honnête, ça m'a fait énormément de bien parce que je me sentais forte, je me sentais plus confiante dans mon corps et j'arrivais à reprendre du poids comme ça. J'arrivais à voir la nourriture plus comme un carburant finalement que comme quelque chose qui me voulait du mal. Et c'était super, mais ça a clairement ses limites. Parce qu'imaginons qu'on se blesse un jour, qu'on doive tout arrêter. On risque clairement de ne plus voir la nourriture comme un carburant et de se dire qu'on la mérite pas. Et dans ce cas-là, ça peut clairement mener à des rechutes. Pour mon cas, ça m'a clairement fait développer cette addiction au fitness. Pour me sentir safe, il fallait que j'ai fait telle minute de sport par jour, pas une de moins. Et si c'était pas le cas, fallait que je recommence le lendemain pour compenser. Sauf que c'est pas une vie ça. Parce qu'évidemment, parfois vous partirez en voyage, vous aurez pas le temps, vous serez fatigué, malade, et vous pourrez pas faire du sport. Sauf que la maladie, c'est une addiction, et donc qu'importe les circonstances, il fallait que je fasse le sport. Et donc pendant ma rechute, juste avant d'être hospitalisée,
Je faisais toujours ce sport à outrance tous les jours, alors que j'étais même pas capable de monter les 5 marches de mon immeuble. Mentalement, je me rassurais, ou plutôt je rassurais l'anorexie, parce que même si au final je dépensais rien, je pense, hein, parce que j'avais même plus de force, je pouvais rien faire au final, j'étais juste en train clairement de déambuler dans mon appartement, mais au moins la maladie était rassurée parce qu'elle disait bon bah c'est bon, t'as respecté la règle, donc le lendemain tu vas recommencer et tout va bien se passer. Et je pense honnêtement que si j'aurais pas été hospitalisée, je me serais jamais arrêtée. Et quand je suis arrivée là-bas et qu'on m'a dit que j'étais au bord de la réanimation, ça m'a fait un choc parce qu'en fait je me rendais vraiment pas compte. Je me disais mais attends là, tous les jours, je me forçais à faire ce sport, réviser mes cours, j'ai fait des examens, j'ai pris le train, j'ai porté des choses et tout. Et en fait j'aurais pu être en réanimation tout ce temps et je me disais mais c'est fou comment la maladie nous fait rester dans le déni. De toute façon, comme j'ai dit, son but c'est de vous faire disparaître. Et même si vous êtes au bord de la mort, elle va vous forcer à obéir à ses règles et à mettre en danger votre vie tous les jours, juste pour se rassurer. Une autre question intéressante liée au corps, c'est comment te vois-tu quand tu es au plus bas? Et puis aussi, comment expliques-tu que tu as pu mettre en danger ta vie sans forcément t'en rendre compte, quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu cette fille à l'hôpital, je me disais mais c'est pas possible un jour que je finisse comme elle. Et bah si, 6 ans plus tard, j'étais dans ce même hôpital, à la même place qu'elle, avec la même sonde qu'elle, et je me disais ah ouais, donc en fait, c'est un truc de fou comment la maladie elle m'a contrôlée jusqu'au bout, et comment je voyais pas mon corps comme il est vraiment, et je le vois toujours pas comme il est vraiment d'ailleurs. Quand j'étais à Reims, je me voyais mince, mais je me voyais pas maigre de façon maladive. J'avais l'impression que je voyais des gens sur les réseaux sociaux ou au campus ou juste dans la rue qui étaient en fait plus maigres que moi. Donc je me disais que mon état n'était peut-être pas si terrible. Mais évidemment, il y aura toujours plus et moins que nous. C'est pas en se disant qu'on peut descendre encore plus bas qu'on va réussir à guérir plus facilement, croyez-moi. Au final, je me sens pas plus légitime maintenant de guérir que je me sentais légitime il y a 5 ans. Et je me serais jamais sentie prête de toute façon. Pour mon expérience, au bout d'un moment, surtout quand j'étais à Reims, de toute façon, en vrai, je savais que j'étais malade. Je voulais rester dans le déni et je voulais même pas me peser. C'est-à-dire que j'avais pas de balance et pendant quasiment 1 an, je me suis pas pesée parce qu'en fait, je savais que ça allait pas et je me disais, si je le sais pas, c'est que ça n'arrive pas, quoi. C'est vraiment le déni total. Mais le problème, c'était que c'était les règles de la maladie et le côté mental qui avaient complètement le contrôle sur moi. Et même si je le voulais, j'arrivais pas. Je pouvais pas lutter contre ces règles. Je savais en vrai que ça me faisait du mal et je me rendais bien compte que j'atteignais pas mes apports, que j'étais épuisée, que je montais plus des escaliers, que j'étais mais déformée, c'est un truc de fou, mais on me reconnaissait pas quoi. Mais pour autant, j'arrivais pas à m'arrêter. Et en guérison maintenant, j'ai compris que ça sert à rien de s'attarder sur son corps parce que sinon je vais jamais avancer et jamais guérir. Je sais que je me vois pas du tout comme je suis. Je sais que, inconsciemment, me sachant en guérison et sachant que j'ai du poids à reprendre, je vais avoir l'impression que j'ai totalement changé, même si c'est pas le cas. Et donc ça peut complètement me bloquer. Et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, surtout les filles sur les réseaux sociaux, qui se filment devant leur miroir, peut-être juste en montrant leur outfit, etc. Elles s'en rendent pas compte, mais elles nourrissent leur dysmorphophobie. Si tu te filmes en entier tous les jours, tu vas forcément revoir ta story et te comparer. Et moi j'ai arrêté tout ça, j'ai plus de miroir dans ma chambre à part un miroir de cette taille-là pour m'épiler les sourcils. Donc je pense que ça va, c'est plutôt safe. J'essaye au minimum de me regarder. Et si c'est le cas, je me dis juste que dans tous les cas, même si je me vois trop grosse, ou en tout cas pas assez maigre, j'ai du poids à reprendre et que c'est pas quelque chose de mal. Que ce poids, j'aurais jamais dû le perdre. Et que c'est pas juste regagner de la masse, mais c'est aussi regagner ma vie. Donc qu'importe le temps que ça prendra, je sais que ça doit arriver, que c'est nécessaire pour guérir parce qu'on peut pas guérir physiquement mais pas mentalement. Et l'inverse, on peut pas guérir mentalement mais pas physiquement. Donc à quoi bon blâmer mon corps maintenant si dans tous les cas, va falloir qu'il change. Autant travailler dessus et essayer d'apprécier ce changement et surtout de me rendre compte de ce que ça va m'apporter ensuite. Et puis soyons honnêtes, quand on est en maigreur extrême, c'est pas de l'attention ou de l'amour qu'on reçoit, c'est de la pitié et de la peur de nos proches. Et franchement, c'est pas ce que je veux quoi. Je veux qu'on m'apprécie pour ma personnalité, pour qui je suis vraiment, pour mon humour, ma joie de vivre, et pas juste parce qu'on s'inquiète de ma vie et de mon état physique. Ce qui m'amène à la question, où en es-tu aujourd'hui niveau TCA et comment tu envisages l'avenir ? Et franchement, je suis tellement fière de moi de m'être accrochée. Après 11 mois, je commence enfin à ressentir les vrais progrès, à gagner confiance en moi et en la guérison. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait tenir. J'avais toujours l'espoir dans la guérison, même dans les moments les plus durs de ces derniers mois. Ma santé mentale était énormément affectée, je suis passée par une phase dépressive qui s'est finie il y a très peu de temps. Et c'était très très dur, mais je savais que personne n'a jamais regretté la guérison. Et je me disais toujours que dans tous les cas, c'est la seule guerre, aussi difficile soit-elle, pour laquelle on finit toujours gagnante. Personne, mais croyez-moi, personne n'a jamais regretté de guérir. Par contre, des personnes qui ont regretté de pas s'y mettre plus tôt, ça y en a beaucoup.
je suis plus constamment triste comme je l'étais il y a encore quelques semaines. Et j'étais vraiment triste, j'arrivais même plus à mentir en disant aux gens que ça va quand ils me posaient la question. J'étais obligée de leur dire oh, comme d'habitude, t'inquiète, ça va aller, etc. En fait, j'avais pas forcément envie d'en parler, mais j'étais même pas capable mentalement de me dire que j'allais mentir parce que c'était au-dessus de mes forces, quoi. Alors que maintenant, je me sens plus tout le temps triste. Je suis encore énormément angoissée, j'ai tout le temps peur. Quand je fais des challenges, souvent pour beaucoup de choses, je fais aussi de l'anxiété sociale, donc comment dire que niveau social, c'est encore compliqué. Mais en tout cas, je suis plus tout le temps triste. Je commence aussi à accepter un peu plus d'être heureuse, parce que la maladie, elle refuse qu'on profite de la vie. C'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais permis d'être heureuse. Et quand j'ai l'impression qu'un moment se passe bien, je vais limite culpabiliser parce que je vais me dire je devrais pas en fait. Comment ça se fait que tu profites alors que tu devrais pas? Tu devrais penser à ton prochain repas, à ce que t'as mangé là, etc. Mais non en fait, c'est pas une vie ça. Et donc au fur et à mesure, je commence à accepter que parfois, bah oui, je prends du bon temps. Et que j'ai le droit d'être heureuse tout simplement, qu'on est tous légitimes de guérir et d'enfin profiter de la vie. Alors oui, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Je pense encore très souvent à la nourriture. C'est quasiment tout le temps dans mes pensées, mais je l'accepte. Et au moins, je sais que maintenant, je me challenge et que je ressens vraiment les bénéfices de ces challenges parce que je gagne ma liberté de jour en jour. Je recommence également à vouloir m'engager dans des projets, aka cette chaîne YouTube par exemple, mais aussi d'autres choses professionnelles, etc., plus personnelles. Je sais qu'il faut aussi que je travaille sur mon corps, sur l'acceptation du changement, mais j'ai confiance et petit à petit, je sais que ça va s'améliorer, que je vais y arriver et que clairement tout va bien se passer. En fait, mon plus grand conseil, c'est de croire envers le processus de la guérison. Oui, il va y avoir des hauts et des bas, mais dans tous les cas, si vous rechutez, vous allez juste retarder le moment de la guérison. Alors oui, il va y avoir des hauts et des bas, ça va être très très dur parfois, mais ça vaut le coup. Et ce que je me suis toujours rappelé aussi, c'est que ça sert à rien de rechuter ou de retarder la guérison. Parce que dans tous les cas, un jour ou l'autre, je vais devoir passer par là. Alors quitte à souffrir et être en difficulté pendant ma guérison, je préfère que ce soit la seule et l'unique vraie guérison par laquelle je passerai. Je vais enfin répondre à une dernière question, qui est un peu différente des autres, mais que je trouvais intéressante à aborder dans le cadre de la FAQ sur les TCA. C'est pourquoi es-tu végane ? Le véganisme, c'est un sujet assez tabou et à juste titre, parce que beaucoup de personnes décident d'adopter ce régime alimentaire pour se restreindre, ou en tout cas comme un moyen de garder le contrôle pour la maladie. Et c'est pour ça que c'est rarement conseillé de changer son régime alimentaire pendant des TCA, parce que ça peut être soit quelque chose qui peut nous faire régresser, développer des nouvelles règles aussi autour de la nourriture, et peut-être l'utiliser aussi comme une excuse parce que beaucoup se disent en fait j'ai pas atteint mes apports aujourd'hui, supprimer des groupes d'aliments, ils vont supprimer par exemple les graisses ou les protéines, les sucres, etc. Et ça va les rassurer en fait. Sauf que c'est pas ça du tout d'être vegan, et croyez-moi, le but c'est pas de restreindre ses apports, c'est pas de manger moins. Je me suis intéressée à la question de la condition animale pendant le confinement. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai suivi des personnes. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée dès le début. Et aujourd'hui, je veux en faire ma carrière, etc. Et c'est quelque chose qui me touche vraiment, c'est une vraie valeur pour moi. Et honnêtement, je pense que ça m'a changé la vie et ça m'a aussi aidée pendant ma guérison. Avant que je fasse ma transition vers le véganisme, j'avais une alimentation mais énormément restreinte. C'est-à-dire que je mangeais 2 fois du riz dans la semaine, 2 fois des pâtes, 1 fois un wrap, 2 fois du poulet, 2 fois des œufs, 2 fois du saumon, pas de sel, pas de poivre, pas d'épices. C'était toujours la même chose, toujours les mêmes petits déjeuners, les mêmes snacks, enfin voilà. J'avais aucune notion de plaisir en fait. Et ce qui a été génial quand j'ai commencé à découvrir le véganisme, c'est que j'ai enfin repris plaisir à manger. J'ai découvert plein d'aliments, donc évidemment les purées d'oléagineux, le beurre de cacahuètes, etc. Les tofu, les alternatives à la viande, les steaks végétaux, les escalopes panées végétales, etc. J'ai aussi réintroduit tout ce qui est yaourt et lait dans mon alimentation, parce qu'en fait je détestais les produits laitiers, et là les alternatives végétales, je les aimais vraiment beaucoup. Et ça m'a permis en fait d'introduire énormément de groupes alimentaires que j'avais complètement bannis de mon alimentation. Je mangeais aussi beaucoup plus de protéines au final, beaucoup plus de graisses, etc. Des produits sucrés, je me faisais des recettes. Et franchement c'était quand même un énorme renouveau pour moi d'enfin reprendre un peu plaisir. Et croyez-moi, j'étais pas du tout guérie, j'avais encore beaucoup de contrôle sur tout, etc. Mais pour autant je pense que ça m'a vraiment aidée. Et en fait, après mon hospitalisation et depuis que j'ai commencé ma guérison, je me suis évidemment posé la question, je me suis dit mais est-ce que t'es sûre que t'es végane pour les bonnes raisons? Et ce qui m'a vraiment rassurée, c'est que j'ai eu aucun doute. À chaque fois que j'avais ce questionnement, la réponse me venait directement et je me disais mais ouais, y a même pas à tergiverser en fait. Je sais que c'est mes valeurs profondes, que je me donne pas d'excuses pour me restreindre du tout. Je challenge tout ce que je peux. C'est vraiment un driver pour moi parce que ça me donne aussi envie de me battre. Et je me dis, quand je serai en bonne santé, que j'irai mieux, que j'aurai vaincu la maladie, là je serai vraiment légitime de me battre et de défendre cette cause en fait.
Et à propos de ça, je pense d'ailleurs que si j'ai jamais accepté la sonde et qu'elle me donnait des souffrances extrêmes, que j'avais l'impression qu'on me lacérait la gorge à chaque fois que je déglutissais ou que je mangeais, enfin c'était vraiment un enfer que j'ai vécu pendant 3 mois. Je sais même pas comment j'ai tenu autant longtemps avec une sonde, mais je suis quasiment certaine que sachant qu'elle n'était pas végane et que c'était un liquide qu'on me faisait ingérer la nuit, etc., sans que je le veuille en fait, et je pense que mon corps le répercutait en rejetant totalement la sonde. Et je prenais des antidouleurs à des doses mais énormes, qui me faisaient rien du tout, c'était un truc de fou, j'avais mal 24 heures sur 24. Je connais personne à qui c'est arrivé d'avoir des douleurs aussi énormes en fait. J'avais du mal à parler, dans certaines positions, quand j'étais debout j'avais mal, enfin un truc de fou. Et en fait une nuit j'ai eu une expérience horrible où j'ai eu l'impression que je sentais le liquide alors qu'il est censé rentrer directement dans mon estomac et je le sentais dans ma gorge, c'était quelque chose d'horrible. Et en fait ça pouvait être un signe que ma sonde était abîmée et c'était très dangereux parce que ça pouvait rentrer dans les poumons. Donc on a dû m'enlever la sonde. À ce moment-là, j'étais persuadée du coup qu'elle était abîmée. Et en fait, quand l'infirmière me l'a enlevée, elle avait l'air un peu en mode ben elle est pas si abîmée que ça, mais bon ok, etc. Et en fait, je suis quasiment certaine que c'est un blocage. À un moment, mon cerveau il a dit mais non, stop, là ça te convient pas du tout, tu te sens tout le temps super mal, le liquide tu peux pas le voir en peinture, tu fais une crise si tu vois une goutte sur ton drap, tu te sens tellement pas du tout en accord avec tes valeurs. Ma médecin faisait que de me répéter que c'était un blocage mental. Et moi je lui disais mais c'est pas possible d'avoir des douleurs aussi terribles quoi, c'était vraiment un enfer. Si c'est juste mental, mais si en fait, et je pense vraiment que c'est lié à ça. Et depuis je me sens tellement plus épanouie et ça m'aide aussi également dans ma guérison parce que je l'accepte plus en me disant ok, là je guéris mais je le fais pour moi, je le fais pour les animaux et c'est quelque chose qui va m'épanouir énormément dans le futur. Et c'est aussi le message que je veux faire passer, c'est que si vous êtes en guérison ou vous hésitez, faut jamais oublier pourquoi vous le faites. Faut jamais oublier que vous avez la vie devant vous, que vous vivrez jamais sur le long terme avec une maladie comme ça, et surtout qu'on a tous des rêves et des choses à accomplir, et que si on veut y arriver, il faut être guéri, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et clairement, le plus tôt sera le mieux, et on en est tous capables, vraiment. Je le répéterai jamais assez, mais jamais je m'en serais su capable. Pendant 6 ans, j'ai stagné, j'ai fait des hauts, des bas, et maintenant que j'ai mis en place des moyens pour y arriver, pour surpasser la maladie, pour la challenger, pour ne plus lui obéir, je me rends compte que si en fait je vais y arriver et que c'est certain, et vous aussi vraiment, si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi et en la guérison. Gardez espoir même dans les moments les plus durs, parce que ça va s'arranger, et que quand vous serez guéri, vous aurez surpassé l'une des épreuves les plus difficiles de votre vie, et croyez-moi, vous pourrez en être super fiers. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà quasiment 1h10 que je tourne, donc ça fait très très longtemps. En tout cas, j'attends vos retours en commentaire. Si vous avez des clarifications ou demandes à me poser, si vous avez des conseils, ou tout simplement des idées de vidéos ou des sujets que vous aimeriez dont je parle, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez la moindre question aussi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans un barre d'infos, mais j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que si vous connaissiez pas la maladie, ça vous a permis d'en apprendre plus sur moi également, et si vous en aviez besoin, de vous donner confiance et espoir en la guérison.